Clínica Omega Z Andorra, compromesos amb la seva salut, patrocina aquest espai. Pràcticament 20 minuts els que passen de les 10 del matí. Avui tenim espai de Clínica Omega Z amb la visita del docteur Boris Dufournet, que ja ens accompagne aquí a l'estudi de la Nationale. Docteur, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, très bien, merci. Le thème que je souhaitais aborder aujourd'hui, c'était comment vivre plus longtemps en bonne santé. Il ne s'agit pas de vivre plus longtemps, mais de vivre plus longtemps en bonne santé. Parce que, est-ce que vous avez une idée de l'espérance de vie, là, aujourd'hui, des hommes et des femmes, enfin, grossièrement? Est-ce que vous avez... Peut-être pas, hein. Je crois avoir lu, c'était sur les 87 ans. Voilà, oui, c'est ça. Entre 84 et 87. Parce qu'en Andorre, c'est un peu plus. Mais effectivement, en Andorre, c'est un peu mieux. Mais en France... C'est-à-dire il y a une bonne santé en Andorre. Ah oui, alors, c'est en train de changer. C'est pour ça que je souhaitais en parler aujourd'hui. En fait, en France et en Espagne, on va dire, une bonne partie de l'Europe, la longévité aujourd'hui, donc l'espérance de vie, on va dire, l'espérance de vie globale, c'est à peu près 80 ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes. Et pourtant, si je vous disais qu'on surestime de 20 ans l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans handicap. En fait, l'espérance de vie sans handicap, elle est aux alentours aujourd'hui de 65 ans, voire même 64, 63 ans. C'est quelque chose qui a assez peu augmenté. On n'aurait même pas le temps d'arriver à la retraite. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'on va mourir à ce moment-là, du coup, mais ça veut dire qu'effectivement, on va avoir un certain nombre de handicaps qui vont gêner la vie de tous les jours. Alors, il y a des progrès techniques pour ça, mais je voulais attirer l'attention sur le fait que l'espérance de vie a beaucoup augmenté, parce qu'au début des années 1900, par exemple, l'espérance de vie était autour de 40-45 ans, pas beaucoup plus. Donc, on a presque doublé. Et d'ailleurs, 40-45 ans, on n'est pas loin de l'espérance de vie des hommes préhistoriques. Quand on parlait du paléolithique, cette fameuse période très importante en médecine aussi d'ailleurs, d'un point de vue évolutionniste, l'espérance de vie c'était 35-40 ans. Donc vous voyez, finalement, en 1900, on n'a pas fait beaucoup mieux. Néanmoins, on a augmenté considérablement l'espérance de vie, mais pas l'espérance de vie en bonne santé. Et ça, il y a une explication très intéressante là-dessus, c'est qu'en réalité, en 1900, on mourait beaucoup et très jeune. Et donc l'espérance de vie, en fait, c'est une moyenne. Ça veut dire que si vous avez 50 personnes qui meurent un mois après la naissance et 50 personnes qui meurent à 100 ans, vous avez une espérance de vie de 50 ans. Voilà. Donc l'espérance de vie, ça, on a l'impression que tout le monde vit au niveau du chiffre de l'espérance de vie, mais ce n'est pas vrai. En fait, il y a deux extrêmes. En réalité, c'est même une courbe inversée. Et donc, ce que vous racontez là, c'est comme avec les salaires. Quand ils disent le salaire, c'est 2250 €. C'est pas vrai, parce qu'il y a plein de monde qui encaisse 900 €, mais il y en a beaucoup qui en gagnent 15 000. Alors quand on fait les numéros, les chiffres, c'est ça trompe pas. toujours le problème de la moyenne. C'est-à-dire qu'en fait, la moyenne, sans faire des mathématiques, mais il est important de savoir quelle est ce qu'on appelle en statistique la dispersion autour de la moyenne. C'est-à-dire, est-ce que tout le monde est proche de la moyenne, et auquel cas, elle a un sens, cette moyenne? Ou est-ce qu'on va d'un extrême à l'autre, auquel cas, cette moyenne ne veut rien dire? Et donc, du coup, cette espérance de vie, on l'a fait augmenter, et tant mieux, au cours du XXe siècle. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a jugulé une grosse partie, alors pas toutes, mais des infections très mortelles. Je ne parle pas des infections un peu mortelles, je parle des infections très mortelles. Et donc, si on prend juste un exemple, la première cause de mortalité en 1900, c'était les infections, et encore même pas toutes, infections pulmonaires bactériennes qu'on appelle les pneumonies, la tuberculose qui peut faire partie de ce cadre-là, mais qui aussi peut attaquer le reste du corps, des infections gastro-intestinales avec des diarrhées parfois incoercibles, vous connaissez le choléra par exemple, et si on rajoute à ça la diphtérie qui était une catastrophe, eh bien on arrive à, juste avec ces quelques maladies, à un tiers de la totalité des morts en 1900. Donc c'était considérable, et pire que ça, 40% de ces morts-là avaient moins de 5 ans. Des enfants de moins de 5 ans. Et je ne parle même pas de la mortalité maternelle au moment de l'accouchement, parce qu'à l'époque, elle était relativement importante entre le côté infectieux et hémorragie de la délivrance, mais ça, c'est un autre sujet. Et donc... Tout ça a changé avec l'évolution de la médecine? Voilà, considérablement. Alors, il y a eu 3 outils. D'une part, l'hygiène. Mais l'hygiène, elle a concerné surtout les maladies digestives. Certaines, attention, se transmettent aussi par voie aérienne. Certaines gastro-entérites, il n'y a pas besoin de toucher pour être malade. Mais toutes ces infections bactériennes notamment, qui étaient très sévères à cette époque, se transmettaient globalement beaucoup, et puis certaines virales, par manque d'hygiène, premièrement. Deuxièmement, ce sont les vaccins. Et les vaccins, alors, ils permettent d'agir sur d'autres maladies. Exemple, le tétanos.
Et donc le tétanos, alors là c'est typique. Napoléon, on se dit parfois il a gagné, parfois il a perdu. Je prends l'exemple de Napoléon, ça marche avec tous les généraux. On a l'impression que tel guerrier est un stratège. En fait, on oublie souvent une chose, c'est que l'issue d'une guerre dans l'histoire, c'est souvent, pas toujours, souvent les maladies qui l'ont décidé. Et là, pour Napoléon, c'était très clair. Dans un certain nombre de campagnes où Napoléon a eu quelques difficultés, c'est le moins qu'on puisse dire, en l'occurrence, son armée a été décimée par le tétanos. Et le tétanos, en fait, c'est une bactérie, Clostridium tetani, qui vit beaucoup dans l'intestin de certains herbivores non ruminants comme le cheval, et qui est massivement présente dans les selles. Et donc, quand on dort, on mange et on se bat en permanence avec des chevaux, on va, à un moment donné, ingérer du tétanos. Et le tétanos, vous n'avez aucun antibio qui va marcher, vous n'avez aucune mesure préventive à 100%, parce qu'il y en a partout dans la nature. La seule mesure qui marche à 100% pour le tétanos, c'est la vaccination contre cette toxine du tétanos, qui est mortelle en très peu de temps, en agissant d'ailleurs sur le système nerveux. Et excusez-moi, je croyais qu'on pouvait l'attraper aussi en touchant du fer rouillé. Oui, alors ça, c'est à la fois... Oui, vous avez raison. Mais il y a un peu un côté légende. Le fer rouillé, oui, c'est pas la rouille en elle-même, puisque la rouille, c'est même plutôt de l'oxydation, et le tétanos va se protéger de l'oxydation, enfin la toxine, hein, et donc elle est bien protégée. En fait, le problème, c'est qu'à une époque, il y avait plein de clous rouillés partout par terre. Et donc, comme les clous souvent traînaient dans la terre, et qui dit terre dit contamination par des selles animales, dont le cheval, puisqu'on mettait du crottin de cheval, vous avez du tétanos dessus, et c'est une façon de l'attraper par voie sanguine. Mais vous avez le même parallèle avec les rosiers. Hein, voilà. Donc, alors, ça pour le tétanos. Et enfin... Il y a un troisième point. Et donc, le troisième point, ce sont bien sûr les antibiotiques, découvertes de la pénicilline dans les années 20, etc., qui ont révolutionné complètement un certain nombre d'infections, notamment pulmonaires, respiratoires. Donc, vous voyez, en fonction du type d'infection, ça va être plutôt la vaccination. Ça va être donc diphtérie, tétano, polio, hein, les vrais vaccins de base au départ, qui ont sauvé des vies incroyables. Ces antibiotiques qui ont révolutionné les pneumonies bactériennes, notamment, et certaines infections digestives et urinaires. Et puis, l'hygiène, bien évidemment. Donc, avec ces trois choses-là, on a presque, le mot est fort, mais on n'a pas exterminé, mais on a quasiment exterminé certaines maladies. Et du coup, ça nous a permis de faire augmenter énormément l'espérance de vie. Notez quand même à l'époque que les cancers, alors je ne parle pas des cancers infectieux, qui sont rares, qui sont des cancers particuliers, col de l'utérus, etc. Je parle des cancers plus liés à l'excès d'insuline, notamment. Ce n'est pas la seule cause, mais c'est la principale et on l'oublie souvent. Et donc, cancer du côlon, colorectal, cancer de la prostate, cancer du sein, cancer du pancréas, etc., etc. On peut aller loin comme ça. La plupart des cancers aujourd'hui, à l'époque, étaient beaucoup plus faibles. Je ne parle pas en quantité totale, parce qu'on n'avait pas la même population et on les détectait plus tard. Donc ça, on ne peut pas parler comme ça, sinon on compare des choux et des carottes. Si on veut comparer des choux et des choux, comment dire Matt, alors à ce moment-là, on compare la mortalité pour 100 personnes et on compare avec aujourd'hui. Et on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus de ces cancers-là et qu'ils sont beaucoup plus mortels. C'est ce qu'on appelle des maladies de civilisation. Et donc, du coup, l'espérance de vie, parce qu'on s'est occupé de la première moitié de la vie, et notamment de l'enfance, a explosé. Parfait, elle a doublé, en quelque sorte. Hein. Mais la deuxième partie de la vie, pas du tout. Ce qui fait que la longévité, qui est donc l'espérance de vie maximale, n'a pas bougé. Hein, je vous rappelle que en tant que médecin, on est un peu sensibilisé à Hippocrate il y a 2400 ans, avec le serment d'Hippocrate, les bases de la médecine occidentale. Ce n'est pas la seule, mais c'est intéressant quand même. Hippocrate il est mort à 90 ans. Et quand je vous dis ça, on avait des registres d'état civil autrement plus fiables que dans les blue zones où on s'amuse aujourd'hui. Non, là, c'était très sérieux l'affaire. Et puis, de toute façon, on peut aller sur d'autres. On prend Socrate, qui a été tué, mais tué à 72 ans, etc. Donc, la longévité n'a pas changé. Donc l'espérance de vie maximale, on reste autour de 80, 85, 90, peut-être un peu plus, sachant que notre limite d'espèce est plutôt vers 110, 115 probablement. Et en revanche, l'espérance de vie en bonne santé n'a pas augmenté non plus. Donc on voit que finalement, 62, 63, 65 ans versus 85 ans à peu près, bon, on a perdu 20 ans. Et aux États-Unis, c'est 26 ans. Donc il y a 20 à 26 ans de maladie et de handicap causés par la maladie. Et ça c'est un vrai problème. Donc pour résumer, dans la première moitié de la vie, avant 50 ans, on va dire, avant 40-50 ans, on est de moins en moins malade de façon grave, ce qui a permis de booster l'espérance de vie, qui est la moyenne, du coup, puisque ces gens peuvent vieillir alors qu'avant, ils étaient morts. Mais la deuxième partie de la vie, c'est une hécatombe, et on a en plus, de plus en plus de maladies chroniques, et donc des handicaps qui sont liés à ça. Et on le voit très bien, rien que sur les prises de médicaments de nos patients. Alors, il y a une mode des médocs aussi, il faut se méfier. Nous, quand on était en médecine, on disait infarctus du myocarde, c'est simple, vous devez apprendre pour l'internat basique, bêta-bloquant, aspirine,
S de statine, donc anticholestérol, I, c'est un antihypertenseur, IEC, et enfin, on corrige les facteurs de risque cardiovasculaire comme le tabac, la sédentarité. Vous voyez, ça arrive à la fin. C'est-à-dire si ça intéressait les médecins enseignants. Bon, c'était la base. Maintenant, on met même des anticholestérols à des gens qui n'ont jamais eu de problème cardiovasculaire, alors qu'il y a des effets secondaires qui sont rapportés même officiellement sur le site de la FDA américaine. Hein. Donc, on en est là. Ça coûte en plus une fortune d'ailleurs. Donc, on en est là aujourd'hui, on surmédique. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas donner de médicaments. J'en prescris tous les jours, mais le minimum. Chaque médicament doit être pesé, adapté au cas par cas, c'est-à-dire c'est faire de la médecine personnalisée, parce que chaque médicament a des effets secondaires, il ne faut pas se leurrer, surtout s'il est pris longtemps. Donc ça c'est intéressant. Et donc, un exemple, j'ai des patients, classiquement, comme en France à l'époque, avec 10, 15 médicaments, plus encore. Et on est obligé, à un moment donné, surtout s'ils sont âgés, de les hospitaliser, par exemple en gériatrie, quelques jours. Et on ne va garder que ceux qui sont indispensables pour une survie correcte dans les 1 an, 2 ans, 5 ans. C'est-à-dire, on ne se projette pas 20 ans. Pour quelqu'un qui a 85 ans, on va se dire déjà, on va essayer de ne pas lui nuire. Le fameux primum non nocere de la médecine hippocratique, qu'on oublie souvent, je crois, à l'heure actuelle, puisqu'on fonce pour mettre des pacemakers à tout va, on fonce pour faire plein d'interventions. On oublie juste que chaque intervention a des effets secondaires, et ça n'est pas discuté, je vois en pratique avec les patients, ce qui n'est pas acceptable d'ailleurs. Et donc, on enlève ces médicaments, il n'en reste au final que 2 ou 3, mais ça témoigne quand même d'une société malade, et moi je vois de plus en plus malades, c'est conforme. Ces chiffres sont conformes à mon expérience. Et donc, en fait, la qualité de vie est extrêmement dégradée. Je termine juste sur un exemple. Un endocrinologue avait écrit dans un de ses livres « La testostérone diminue d'année en année au fil du XXe siècle ». Et donc, la testostérone, c'est une hormone importante. Elle n'est pas que sexuelle. Hein. La testostérone, elle a un rôle fondamental pour le cerveau. Si vous n'avez pas assez de testostérone, votre cerveau dégénère, neurodégénère. C'est une des causes de maladies neurodégénératives d'ailleurs. Il y a plein d'autres raisons. Le problème cognitif. Problème cognitif, c'est important pour l'humeur. Hein. Les gens qui sont un peu dépressifs, un peu anxieux, en burn-out, ont souvent des taux de testostérone diminués chez les femmes y compris. Attention, ce n'est pas les mêmes valeurs de base, on est d'accord, mais c'est aussi important pour ces raisons. Et quand on regarde la testostérone, elle diminue au fur et à mesure de la vie. À 20-30 ans, vous avez des taux de testostérone très élevés, en général. Et vers 75-80 ans, ça devient beaucoup plus faible. Et figurez-vous que j'ai remarqué ça également, je confirme tout à fait ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des jeunes de 35 ans chez qui je vais doser la testostérone pour des raisons neurologiques ont des taux qui sont ceux de quelqu'un de 75 ans. Eux, c'est leur maximum. Attention, incroyable. Donc en fait, finalement, d'un point de vue de la testostérone uniquement, entendons-nous, les jeunes hommes de 35 ans ont aujourd'hui, pour un certain nombre d'entre eux, et la plupart d'ailleurs, 75 ans d'âge d'un point de vue de la testostérone. On parle de 40 ans de différence. Vous parliez des médicaments. Un des grands dangers, c'est les gens qui prennent les médicaments, qui décident tout seuls de les prendre sans passer par le médecin. L'automédication. Oui, alors, oui, vous avez raison. C'est un des problèmes. En fait, il y a 2 dangers avec les médicaments. Il y a le médecin et les patients. Donc, les médecins, on en a parlé. Je ne reviens pas dessus. Voilà, encore une fois, je ne suis pas anti-médicaments, mais il faut faire les choses de façon personnalisée. On ne peut pas se permettre de faire de la médecine collective, de l'abattage. C'est pas possible, ça. Tout le monde prend ça. Non. Ça c'est pas entendable. Alors, ensuite, en revanche, les patients, effectivement, vont avoir tendance à acheter spontanément un certain nombre de médicaments. Et là, il faut se méfier. Il peut y avoir des interactions. Et aujourd'hui, les gens prennent moins, je vois, en tout cas en dehors de médicaments en libre accès en pharmacie, mais achètent beaucoup de compléments alimentaires, ce qui peut être très utile. Mais attention, dans les compléments alimentaires, vous voulez acheter, mettons, de la vitamine B12 sur une forme activée, par exemple, de la méthylcobalamine. Vous achetez ça, mais vous avez extrait de telle herbe chinoise, plus telle autre, etc. Ces herbes sont censées avoir des vertus extraordinaires. Donc, il y a le côté du druide, qui rajoute un peu tout. Le problème, c'est que la plupart sont toxiques au niveau hépatique, rénal et neurologique. Donc, c'est un peu la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on fait des cocktails. Et en plus, il y a une redondance, c'est-à-dire qu'un complément alimentaire plus un autre, on va avoir éventuellement des surdosages. Dans la pratique, ce n'est pas si fréquent, mais ça arrive. Mais c'est surtout ce qu'on y rajoute à côté. Et puis, il y a la pureté du médicament, c'est très important. Là, docteur, je crois qu'on n'est pas trop aidé par Instagram, Facebook, les tutoriels. Les gens y croient tout. Alors,
Oui, de toute façon, il y a deux solutions. Soit par défaut, on se dit oula, tout est faux, soit par défaut, on se dit bon, pourquoi pas, ça doit être juste, hein, c'est un peu difficile de vivre de façon paranoïaque. Donc, on préfère être un peu naïf parfois, mais bon, oui, non, mais c'est vrai que c'est un problème. Chacun, en plus, va relater son expérience personnelle, et ça, c'est très intéressant. Le problème, c'est que c'est ce qu'on appelle mathématiquement du n égale 1. L'effectif est de 1. Et donc, ce qui est valable pour une personne, n'est pas, on revient à la médecine personnalisée, n'est pas forcément valable pour une autre. Par ailleurs, il peut y avoir d'autres facteurs qui ont fait qu'il y a une amélioration sous ce traitement, qui ne sont pas liés au traitement lui-même. Et donc, il y a effectivement une incitation très forte, d'autant que c'est des gens à qui on peut s'identifier, parce que c'est des gens comme nous parfois, bon, donc on a envie. Mais effectivement, et puis il y a une grosse pression des laboratoires de compléments alimentaires aussi. Alors, qui reste encore très faible par rapport à la grosse pression des labos pharmaceutiques, mais les labos pharmaceutiques s'adressent plutôt aux médecins et puis les compléments alimentaires aux patients. Je schématise, hein, mais c'est un peu ça. On parlerait d'argent. Ah bah ça, oui. Cette pression, c'est l'argent. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Pour en finir, docteur, qu'est-ce qu'on peut trouver sur sequoiasanté.com? Alors, oui, effectivement, ça peut paraître un peu bizarre qu'un neurologue s'intéresse à la longévité en bonne santé. En fait, je m'y intéresse parce que les fameuses maladies de civilisation qui pourrissent la deuxième partie de la vie, comme on a vu, ce sont les maladies cardiovasculaires, les cancers, notamment les cancers hormonaux, les démences. On a vu ensemble il n'y a pas longtemps que la maladie d'Alzheimer était la 3e cause de mortalité aux États-Unis. Donc ça veut dire que déjà pour les démences, mais en plus maladie cardiovasculaire, cancer, il y a des problèmes métaboliques qui sont les mêmes pour une partie des maladies neurodégénératives. Donc en fait, en tant que neurologue, je suis aux premières loges de cet mauvais état de santé dans la deuxième partie de la vie, avec donc surmédication, etc., qualité de vie épouvantable pour certaines personnes. Donc il y a cet aspect-là qui m'a poussé à investiguer cette dimension. Et deuxièmement, je suis un médecin curieux qui a envie de vieillir pour le mieux. Et donc, c'est pour ça que je fais de la médecine dite préventive et anti-âge. Alors, anti-âge, le mot n'est pas bon. Le but, c'est pas de pas vieillir. Le but, c'est de vieillir en bonne santé. Je veux pas battre des records. Je veux simplement essayer de ne pas être trop handicapé à la fin de ma vie. Ce qu'on appelait autrefois, ce que les gériatres ont appelé depuis longtemps, le vieillissement réussi. C'est ça. Et donc, d'ailleurs, j'ai cette consultation aussi. Je fais de la neurologie générale et de la médecine préventive anti-âge. Et du coup, on a créé avec un ami, un confrère qui est médecin nucléaire, le docteur Victor Arnoux, qui lui, du coup, voit beaucoup le métabolisme, voit aussi beaucoup les cancers, toutes ces maladies de civilisation, par des PET scans, enfin de l'imagerie nucléaire. Et donc, on a créé tous les deux un projet qu'on appelait Sequoia Santé, projet de longévité, mais de longévité en bonne santé. C'était ça la question, et donc de bien-être si possible. Et donc, on a créé ce projet. Donc, on essaye de divulguer, essentiellement de façon gratuite, bien sûr, des informations pour permettre aux gens de s'y retrouver et d'améliorer leur longévité en bonne santé. Alors, d'une personne à l'autre, il peut y avoir des spécificités. Voilà, et donc on a une chaîne YouTube, Sequoia Santé, un site web Sequoia Santé, effectivement, qui s'adresse à ces gens qui sont soucieux de leur espérance de vie en bonne santé, avec le moins de handicap possible. Doncs totes les respostes en aquesta pàgina, sequoiasanté.com. Docteur, ravi de vous avoir vu. Merci, ravi également. Premier jour de cette année 2023. Et moi qui croyais que toutes les réponses étaient sur le, comment il s'appelait ça, le vademecum, oui. C'était vous qui les saviez. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci à vous, à bientôt. Clínica Omega Z Andorra, compromesos amb la seva salut, patrocina aquest espai.